Très bien, merci beaucoup, M. Lazarac. Merci toujours pour cet accueil extraordinaire au Maroc, que ce soit pour les conférences de l'ADN qui ont toujours un succès extraordinaire ou pour les cours que j'ai eu l'occasion d'assumer avec une attention des élèves ou des étudiants qu'on voudrait bien retrouver en France. Donc je vais vous parler des doubles agonistes des récepteurs du GIP et du GLP1, le futur des incrétinomimétiques, en prenant comme exemple le tirzépatide, en sachant qu'actuellement dans les cartons, il y a deux candidats. Un candidat qui n'est pas encore vraiment développé sur le plan clinique, qui est formulé par Novo, et qui est un candidat pégilé, et l'autre candidat qui, alors lui, est très avancé, puisqu'on est en phase 3 accomplie, qui est le tirzépatide. Alors, je vous rappelais quand même qu'en diabétologie, on n'est pas resté inactif au cours des dernières années, puisque entre 1950, on m'a dit de faire ça, mais je ne vois pas la flèche. Voilà, entre 1950 et 2020, il s'est passé des choses. Vous voyez, je ne vais pas tout vous réciter, mais entre les sulfamides de première génération des années 1955 aux coagonistes du GIP et du GLP1, il y a eu notamment la metformine, bien sûr, mais aussi et surtout les gliptines, c'est-à-dire des incrétinomimétiques qui jouaient sur l'inactivation d'une enzyme qui est la DTP4, et puis surtout les analogues du GLP1 simples qui agissaient sur le récepteur du GLP1. L'effet incrétine, je vous le rappelle très rapidement, il est familier pour chacun d'entre vous, c'est simplement cette faculté d'obtenir une sécrétion de l'insuline qui est ici marquée en bleu. Moi, je n'ai pas de chance, qui est ici marquée en bleu. Je vais faire le truc traditionnel au doigt. Et vous voyez que l'insuline augmente de façon tout à fait considérable à la suite de l'administration de glucose par voie orale. C'est une erreur, ici c'est par voie orale. Et que par contre, lorsqu'on donne la glucose par voie intraveineuse, eh bien, vous voyez que la sécrétion d'insuline est bien moindre à glycémie élevée. Ça, c'est l'effet incrétine et qui est tout simplement imputable à l'action combinée d'hormones intestinales, insulinotropes, qui sont d'une part le GLP1, glucagon-like peptide de type 1, et encore le GIP, qui s'appelle aujourd'hui le glucose dependent insulinotropic peptide et qui s'appelait longtemps le gastric inhibitory peptide. On l'a débaptisé parce que son action physiologique est plus importante sur la sécrétion d'insuline. Donc ces hormones sont des hormones qui ont une caractéristique particulière pour nous thérapeutes, c'est qu'elles sont intelligentes. Ce sont des hormones qui n'agissent pas en cas de diminution forte de la glycémie, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas renforcer une hypoglycémie. Alors ces incrétines sont mises en jeu par le bol alimentaire, par l'alimentation tout simplement, et quand vous avez des nutriments qui arrivent par voie digestive, eh bien, ils commencent par stimuler des cellules qu'on appelle des cellules K, qui sécrètent le GIP, qui va agir par un relais central, et d'autre part, ils vont également stimuler la sécrétion du GLP1 au niveau de l'iléon par des cellules L. Ceci se fait de façon synchrone avec, vous voyez, ce relais central, et on a retrouvé l'importance du GIP à la faveur du développement de ces coagonistes, alors que le GIP avait été un peu laissé pour compte jusqu'à présent. Les incrétinomimétiques disponibles actuellement sont nombreux. Vous le savez, depuis 2005, il y a eu l'exénatide de durée brève, le Bietta, qui était le pionnier. Ensuite, vous avez eu des incrétinomimétiques d'action intermédiaire, 24 heures, avec notamment le Victoza, qui a eu un grand succès sur le plan commercial. Et enfin, on a maintenant des analogues du GLP1 qui sont d'action hebdomadaire, avec notamment le dulaglutide et le sémaglutide. Alors, ces molécules ont été largement testées. Elles ont montré qu'elles ont des avantages sur les préventions cardiovasculaires en plus de la régulation glycémique et qu'elles peuvent être associées à l'insuline ou à d'autres médications hypoglycémiantes orales. Alors, elles sont insulinotropes, donc sécrètent l'insuline. Elles sont satiétogènes, c'est-à-dire qu'elles réduisent l'appétit, ce qui n'est pas inintéressant. Elles sont glucagonostatiques, c'est-à-dire qu'elles ne modifient pas a priori la sécrétion de glucagon. Et enfin, elles ont un effet important sur le ralentissement de la vidange gastrique, ce qui peut poser problème, puisque c'est ce qui va favoriser notamment un certain nombre
d'effets indésirables digestifs. Les actions thérapeutiques sont bénéfiques, elles sont largement démontrées, bien sûr sur l'équilibre glycémique, sur les excursions glycémiques postprandiales, et puis sur le poids corporel. Par contre, les effets digestifs sont largement documentés aussi, sont souvent importants. C'est des diarrhées, des nausées, des vomissements, un inconfort digestif qui peut être une cause d'arrêt de traitement. Alors, que viennent faire là-dedans les coagonistes du GIP et du GLP-1 ? C'est-à-dire que ce sont des molécules qui vont agir à la fois sur les récepteurs du GIP et du GLP-1. Alors, est-ce que c'est un plus ou pas ? Jusqu'à présent, on avait les GLP-1 d'action hebdomadaire, on était très contents. Faut-il recourir à une double inhibition des récepteurs du GIP et du GLP-1 ? Alors, c'est une façon aussi de réhabiliter le GIP. Le GIP n'a pas été développé sur le plan thérapeutique par les différentes firmes parce qu'il avait toutes sortes d'inconvénients, et notamment parce que les expérimentations animales ou in vitro avaient montré des effets paradoxaux. Par exemple, on avait même démontré qu'en administrant du GIP à des souris, on avait une hyperglycémie. Alors évidemment, ça a désamorcé toute velléité d'utiliser le GIP pour traiter l'hyperglycémie. En réalité, ce n'est pas du tout ce qu'on a retrouvé chez l'homme, et on s'est rappelé que la physiologie classique pouvait être projetée sur le plan thérapeutique dans le diabète de type 2. Le GIP a les mêmes effets insulinotropes et satiétogènes et sur la vidange gastrique que le GLP-1. Donc, à la limite, en l'associant, on va renforcer. Mais il a par contre des effets différents sur la sécrétion de glucagon. En effet, comme je vous le disais, les analogues du GLP-1 ne modifient pas la sécrétion de glucagon. Et lorsqu'il y a une hypoglycémie, le glucagon n'est pas concerné. Par contre, le GIP, lui, a un effet stimulant sur la sécrétion de glucagon en cas d'hypoglycémie. C'est ce que vous voyez sur ce petit schéma. Vous voyez que le glucagon est fortement sécrété en présence de GIP lorsque la glycémie diminue. Donc, a priori, l'addition des deux effets sur le récepteur GIP et GLP-1 devrait être bénéfique sur le plan du contrôle glycémique. Et c'est comme ça qu'on a créé une molécule chimérique avec en bleu des éléments du GLP-1, en vert des éléments du GIP, et on a créé cette molécule de toutes pièces, et on a modifié la durée d'action de cette molécule, parce que vous savez, comme vous a dit le professeur Monnier, ça dure 2 minutes quand on injecte du GIP ou du GLP-1. Donc on a modifié, on a bidouillé cette molécule de façon à avoir une durée d'action prolongée, et cette durée d'action prolongée a été obtenue en modifiant d'une part les acides aminés en rouge, vous voyez ici et là, et d'autre part en accolant un acide gras, une chaîne carbonée de 20 acides gras sur le résidu lysine, qui va complètement modifier la fixation de cette molécule sur l'albumine. Et donc on va obtenir, grâce à ce bidouillage, une durée d'action d'environ 1 semaine, ce qui est assez considérable, comme le sémaglutide et comme le dulaglutide. D'autre part, cette chaîne linéaire est bien tolérée. Les différents essais qui ont été faits in vitro de tolérance, de toxicité ne posent pas de problème. C'est une molécule qui est relativement stable et on lui a donné un petit nom qui s'appelle le tirzépatide. Le TZP dans mon exposé, le tirzépatide. Il faut retenir ce nom parce qu'il va y avoir un nom commercial qui va suivre bientôt, certainement. Mais en tout cas, c'est une petite révolution dans le domaine justement de ces incrétinomimétiques. Alors, le développement clinique est très avancé et je vous propose de le partager pas par pas. Alors, il y a un programme général qui s'appelle le programme SURPASS. Il y a 5 essais SURPASS qui ont tous en commun d'être des essais multicentriques, d'être des essais prolongés de 40 à 52 semaines, d'inclure un grand nombre de patients diabétiques de type 2, ayant un diabète connu depuis 4 à 13 ans, et d'administrer, d'autre part, dans chacune de ces 5 études, le tirzépatide à la dose de 5 mg, de 10 mg et de 15 mg par semaine, une injection par semaine, versus différents comparateurs. Le critère de jugement principal, c'est la diminution de l'hémoglobine glyquée,
Et les critères secondaires, c'est la modification du poids, vous allez voir que ce n'est pas inintéressant, et aussi la proportion de patients dans la cible concernant l'hémoglobine glyquée. Alors voilà la distribution des différentes études. Vous avez Surpass 1 avec ici le tirzépatide versus placebo. Vous avez Surpass 2, tirzépatide contre sémaglutide, donc qui est un analogue du GLP-1, qui a une durée d'action hebdomadaire également, donc c'est le plus proche du tirzépatide. Tirzépatide contre dégludec, parce que c'est vrai que l'association d'analogues du GLP-1 avec l'insuline a été plutôt probante. Le tirzépatide versus glargine, et enfin, un essai qui est particulièrement intéressant. Alors, le tirzépatide versus glargine sur PAS4 a un intérêt parce que c'était des patients qui avaient un haut risque cardiovasculaire. Et enfin, le Surpass 5, eh bien, c'est deux bras, tirzépatide versus glargine, et d'autre part, glargine versus placebo. Alors, je vais vous décrire très rapidement les résultats. Surpass 5, tirzépatide versus placebo. Vous voyez, il n'y a pas photo. Lorsqu'on donne du tirzépatide à 5, 10 ou 15 mg, c'est les différentes colonnes, ben vous voyez que vous avez une forte diminution de l'hémoglobine glyquée, qui est de l'ordre de 1,8 à 2%, alors que le placebo, on s'en doute, ne fait pas grand-chose. Surpass 2, je vous rappelle que c'est tirzépatide versus sémaglutide, donc un analogue du GLP-1, un analogue lent. Alors vous voyez, il y a à chaque fois beaucoup de patients qui sont inclus, par exemple ici 1878 patients. La durée de l'essai, je vous rappelle, est longue, ici c'est 40 semaines. Et vous voyez qu'en comparant deux molécules qui ont des cibles voisines, eh bien, vous voyez qu'on a un avantage sur l'hémoglobine glyquée, avec une diminution de 2,24% sous tirzépatide contre 1,8%, et c'est significatif, sous tirzépatide, sous sémaglutide. Et enfin, l'objectif est plus souvent atteint, ça c'est donc dans la cible en termes d'hémoglobine glyquée, ce n'est pas en termes de glycémie, mais l'objectif est plus souvent atteint, quelle que soit la dose, avec le tirzépatide par rapport au sémaglutide, qui n'a pas démérité, mais enfin il fait moins bien. Donc le fait d'associer deux molécules qui sont sous une forme chimérique, deux molécules qui ont tous un effet d'inhibiteur des récepteurs du GIP et du GLP-1 est probante. Ici, vous avez quelque chose qui a beaucoup surpris au départ, c'est l'effet sur le poids. Tout le monde sait que les analogues du GLP-1 vont favoriser la perte de poids. D'ailleurs, l'iraglutide est commercialisé sous forme de Saxenda avec cette indication. Mais vous voyez ici que la perte de poids sous tirzépatide est bien plus importante que sous sémaglutide. Et par ailleurs, les modifications, là je ne veux pas détailler parce qu'on n'a pas le temps, et par ailleurs, les effets sur le profil lipidique sont plus favorables sous tirzépatide que sous sémaglutide. Lorsqu'on compare le tirzépatide à l'insuline dégludec, eh bien, on s'aperçoit que là encore, et en s'intéressant au temps passé dans la cible, cette fois-ci, avec temps passé dans la cible pour la glycémie et non pas pour l'hémoglobine glyquée, eh bien, vous voyez qu'on a un effet bien supérieur pour le tirzépatide que pour l'insuline dégludec. On a également une hémoglobine A1C différentielle qui est totalement en faveur du tirzépatide, puisqu'on a une diminution supplémentaire de 1,34% d'hémoglobine glyquée. Et quand on regarde le profil glycémique 7 points, qu'on vous a montré tout à l'heure, eh bien, vous voyez que là encore, sous dégludec, après 40 semaines de dégludec, on a une dérive progressive du profil glycémique, alors qu'on a une stabilité du profil glycémique sous tirzépatide 15 mg, mais on a la même chose sous 10 mg également. Donc, après 52 semaines de traitement ici, on a un profil basal et postprandial, c'est ça aussi qui est remarquable, qui est significativement amélioré sous tirzépatide. Quand on s'intéresse à des patients à haut risque cardiovasculaire, ce qui est le propos de l'étude Surpass 4, eh bien, quand on compare la tirzépatide à l'insuline glargine, d'ailleurs, cette étude a connu une extension à 104 semaines, donc 2 fois plus longue, pour bien mettre en évidence l'évolution de l'impact sur les facteurs de risque cardiovasculaire et surtout sur les événements cardiovasculaires. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a moins d'effets, et donc c'est l'indice MACE que Lise Bordier a défini tout à l'heure, je crois. Eh bien, cet indice MACE est nettement plus favorable sous tirzépatide que sous glargine qui se situe ici. Autrement dit, il y a une forte probabilité pour que
ce tirzépatide soit plus cardioprotecteur que ne l'est l'insuline glargine. Enfin, quand on s'intéresse à Surpass 5, qui, je vous rappelle, est une tirzépatide en add-on de l'insuline glargine, eh bien, on s'aperçoit qu'on a un bénéfice considérable, là encore une fois, entre glargine placebo et glargine tirzépatide. Vous voyez qu'on a une diminution extraordinaire de l'hémoglobine glyquée sous tirzépatide 10 mg hebdomadaire par rapport à l'administration de glargine versus placebo. Donc, quand on s'intéresse aux objectifs de 7%, par exemple à la cible de 7%, eh bien là aussi, 80% des patients qui ont l'association tirzépatide et glargine eh bien, sont dans la cible, alors que seuls 40% le sont sous glargine seule. En sachant bien sûr qu'on a titré les doses d'insuline. On n'a pas donné une dose d'insuline fixe, on a titré de façon à adapter à la glycémie. Et alors là encore, chose extraordinaire que vous apprécierez en tant que thérapeute, c'est que les gens ne prennent pas de poids. Au contraire, ils en perdent, bien que ce soit associé à l'insuline. Vous savez que c'est un des grands problèmes de toutes ces modifications. Quand on passe les diabétiques de type 2 à l'insuline, ils prennent toujours beaucoup de poids. Eh bien ici, vous voyez que sous glargine, ils prennent un peu de poids, alors que sous association de tirzépatide et glargine, ils perdent en moyenne 6 à 8 kg, ce qui est assez remarquable. Alors, pour synthétiser, les effets du tirzépatide sur l'hémoglobine glyquée, vous voyez, globalement, alors c'est 5, 10 ou 15 mg, on va prendre la colonne de 10 mg, globalement vous avez moins 2% contre un placebo, vous avez moins 2,24% lorsqu'on le compare au sémaglutide, vous avez moins de... Non, attendez voir, je dis des bêtises. Voilà, c'est ici. Par rapport au comparateur, ça c'est en valeur absolue, par rapport au comparateur, vous avez moins 1,86%, par rapport à la dégludec, moins 1,34%, par rapport à la glargine, moins 1,44%, insuline toujours titrée. Hein. Et enfin, pour Surpass 5, qui est l'association, vous avez également un bénéfice tout à fait net sur l'hémoglobine glyquée. Et quand on regarde le poids, eh bien là encore, on a une diminution tout à fait extraordinaire avec le tirzépatide par rapport aux différents comparateurs. Autrement dit, ce coagoniste des récepteurs GIP et GLP1 a un effet évident sur la glycémie basale, sur la glycémie postprandiale, qui se manifeste par une diminution de l'hémoglobine glyquée, mais il a aussi un effet extraordinaire sur le poids, en sachant que l'effet sur le poids n'explique pas totalement l'effet sur le contrôle glycémique. Alors, tout le monde sait aujourd'hui que le GLP1 est une molécule qui est validée dans le traitement de l'obésité à des doses importantes. L'iraglutide, c'est le Victoza à 3 mg, et ça s'appelle le Saxenda. Ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale en France, je ne pense pas que ça le soit au Maroc, mais pour le moment, c'est l'arme pharmacologique la plus efficace que l'on ait. Et bien, vous voyez qu'avec le tirzépatide, on a un effet bien plus important qui a justifié la réalisation d'un essai spécifique qu'on appelle l'essai Surmount. Alors dans cet essai Surmount, on a comparé, là encore une fois, contre placebo, les 3 doses, 5, 10 et 15 mg de tirzépatide, et on a mis en évidence une baisse évidente du poids, 15 kg, pardon, c'est en pourcentage, 15%, 20%, 21%, contre 3% sous placebo, chez les gens, bien sûr, qui étaient inclus dans un programme de conseil diététique. On leur disait, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Quand on regarde les patients qui atteignent l'objectif que l'on s'est fixé en fonction de la perte de poids, ben vous voyez que environ 30% des patients placés sous tirzépatide 15 mg perdent plus de 25% de leur poids initial, ce qui est tout à fait considérable, c'est tout à fait comparable à ce qu'on peut obtenir dans les meilleures conditions avec la chirurgie bariatrique. Alors il faut savoir aussi que 15 mg, et je le dirai tout à l'heure, ce n'est pas forcément la dose qui est la mieux tolérée. Mais si on prend 10 mg par exemple, ce qui est la colonne juste avant, vous voyez qu'on a encore 35% des patients qui sont dans la cible de plus de 25% de perte de poids, ce qui est tout à fait extraordinaire. Et quand on regarde quel est le poids perdu, par rapport cette fois-ci, alors ça c'est dans l'étude Surpass 3,
quand on prend des patients de surpasse 3 et qu'on regarde quelle est la part du poids perdu, eh bien, vous voyez que c'est très clairement le tissu adipeux viscéral qui est perdu, alors que quand on compare avec la déglutek, vous voyez qu'il y a une petite prise de poids d'adiposité viscérale. Donc c'est vraiment ce que l'on souhaite sur le plan thérapeutique. Qu'en est-il de la stéatose hépatique? Là aussi, je vais aller très vite. Il y a eu des études très pointues qui ont été faites chez certains patients des groupes que je vous ai présentés. Et vous voyez que là encore, la diminution, alors il faut voir ça comme ça, c'est dans le sens positif, la diminution de la teneur hépatique en graisse est nettement plus importante sous tirzépatide que sous insuline. On sait que l'insuline, quand on corrige la glycémie, que l'insuline fait baisser la teneur en graisse hépatique, que c'est un des traitements de la stéatose hépatique. Ben, vous voyez que le tirzépatide fait beaucoup mieux. Et là, encore une fois, quand on regarde une autre façon de présenter les choses en pourcentage, vous voyez qu'on a une diminution qui est de 47% ou 40% de ce que l'on pouvait obtenir auparavant. Ici, c'est une image parlante également, vous voyez, avant, après. Ça, c'est en basal, ça, c'est en après. Et vous voyez que la graisse hépatique a fondu, si je peux ainsi dire, hein, c'est l'ennemi du foie gras, sous tirzépatide. Autre élément intéressant, c'est l'effet de cette molécule sur la masse bêta-pancréatique, sur la fonction bêta-pancréatique. Et là, on a fait des études de clans hyperinsuliniques glycémiques et de clans hyperglycémiques. Et on a pu démontrer, avec ces études de clans assez sophistiquées, que le tirzépatide agissait à la fois sur la sensibilité à l'insuline, ce qui est assez surprenant, mais aussi sur la sécrétion d'insuline. Et ici, vous avez représenté l'effet du tirzépatide en bleu, ou je ne sais pas, c'est peut-être pas bleu chez vous, c'est en vert, oui, en vert, chez moi c'est plutôt bleu, en vert, par rapport au sémaglutide, sur la première phase de sécrétion d'insuline. Et ici, sur la deuxième phase de sécrétion d'insuline. Ça, c'est à l'état basal, dans les deux cas. Et ici, première phase, vous voyez que le tirzépatide fait beaucoup mieux que le sémaglutide en première phase et en deuxième phase. Autrement dit, ça ouvre des espoirs importants, éventuellement, de préservation de la fonction bêta-pancréatique chez ces patients diabétiques 2. Donc vous savez que l'évolution fait qu'au fil du temps, leur capital fonctionnel bêta diminue et qu'il faut très souvent passer à l'insuline chez ces patients. Donc là, on a l'espoir d'une certaine durabilité sans surenchère thérapeutique. Alors bien sûr, la face noire de la chose, ce sont les effets indésirables. Alors, je vais citer les nausées, les vomissements, la diarrhée et l'arrêt de traitement. Alors, vous voyez que cet effet indésirable est d'autant plus fréquent que la dose est plus importante. Mais que quand on compare, par exemple, dans l'étude SURPASS 2, le tirzépatide, donc un coagoniste, à un agoniste simple, le sémaglutide, eh bien, on a finalement, mis à part la dose de 15 mg, des effets indésirables tout à fait superposables sur tous les plans. Et en termes d'arrêt du traitement, fréquence d'arrêt du traitement, c'est pareil. Donc, le tirzépatide joue dans la même cour que les analogues simples, sauf qu'à la dose de 15 mg, il y a effectivement plus de diarrhée et plus d'arrêt de traitement. Il n'y a pas d'effet sur la mortalité, il n'y a pas d'autres effets indésirables graves, et finalement, dans une méta-analyse, alors qui n'est pas tout à fait récente, puisqu'elle reprend une partie des études que je vous ai présentées, et elle a ajouté quelques études qui ne sont pas, deux études qui n'ont pas été, dont les résultats n'ont pas été publiés, eh bien vous voyez que finalement, sur l'hémoglobine glyquée, on a un effet tout à fait positif, en le comparant ici aux effets d'un analogue simple. Donc on a confirmation de l'effet supplémentaire d'efficacité et peut-être d'efficience du tirzépatide par rapport aux analogues du GLP-1, et sur le poids, c'est encore plus net. Il y a aussi une autre étude que je ne vais pas citer ici, que je ne vais pas montrer de diapo, qui est parue il y a 3 semaines, qui a été faite chez des Japonais, parce que vous savez que les Japonais, ce n'est pas des gens comme nous, paraît-il. Ils ont un métabolisme différent, ils ont une tolérance aux médicaments qui est différente. Et donc cette étude qui a été faite sur les Japonais, c'est l'équivalent de l'étude SURPASS 2, sauf qu'au lieu d'utiliser le sémaglutide, ils ont utilisé le dulaglutide, qui est l'alter ego en quelque sorte. Eh bien, ils ont des résultats strictement comparables. En termes d'effets indésirables, puisque les Japonais, paraît-il, sont plus sensibles à certains effets indésirables, eh bien, en effet, en termes d'effets indésirables, là encore, on a exactement les mêmes effets indésirables à la même fréquence chez les Japonais.
Autrement dit, il y a une certaine universalité de cette molécule qui agit, semble-t-il, de la même manière chez les Caucasiens et chez les Japonais. Alors en conclusion, les choses sont relativement simples, et je voulais juste dire, je ne l'ai pas dit d'emblée, mais je n'ai aucun lien d'intérêt, du tout. Ces doubles agonistes des récepteurs du GIP et du GLP1, dont le tirzépatide est actuellement le seul représentant qui a fait l'objet d'études cliniques, eh bien, sont une thérapeutique manifestement d'avenir pour les thérapeutes de base que nous sommes. D'un point de vue théorique, elle confirme plus que jamais l'importance de l'effet incrétine, ça c'est assez extraordinaire, et d'autre part, elle réhabilite le GIP qui avait été laissé complètement pour compte. Le GIP a été la première incrétine à être décrite en 1978, et puis ça a complètement passé à la trappe, et ce sont les analogues c'est le GLP1 qui a pris la main. Et donc il a fallu attendre les années 2018, quand on a commencé à concevoir ce programme, pour se rendre compte que finalement le GIP est très important. Et actuellement, on va même jusqu'à dire que le GIP est nécessaire pour que le GLP1 agisse à plein pot. C'est parce qu'il y a du GIP parce qu'il y a des analogues du GIP qui sont dans le circuit que les analogues du GLP1 sont encore plus efficaces. Donc, les conclusions sont très simples. Effet supérieur par rapport aux agonistes simples existants, hebdomadaires. Amélioration significative du contrôle glycémique, y compris pour le temps passé dans la cible. Effet additif à celui de l'insuline glargine, sans prise de poids, avec une perte de poids. Effet majeur sur le poids, à tel point qu'on peut se poser si ça ne pourrait pas être l'alternative de la chirurgie bariatrique, avec une nuance près quand même, c'est que quand on arrête le tirzépatide, eh bien on repart, bien sûr, on reprend du poids, alors que la chirurgie bariatrique a un effet de rémanence, de durabilité plus important. Enfin, un effet favorable sur les quelques épines irritatives du diabète de type 2, comme la stéatose, comme la fonction bêta, et les facteurs de risque. Alors ça reste à démontrer parce que l'étude qui se déroule sur 2 ans est une étude qui n'est pas totalement achevée. On a des résultats intermédiaires qui sont très favorables sur l'indicateur MACE, mais ce n'est pas encore complètement achevé. Et enfin, on peut dire que d'ores et déjà, les effets préventifs sur les problèmes cardiovasculaires sont comparables au sémaglutide, et le programme SUSTAIN en particulier, SUSTAIN 6. Et donc il y a tout lieu de penser que finalement ces coagonistes ont un bel avenir devant eux. Reste à savoir ce qu'il en sera dans la vraie vie, c'est-à-dire la phase 4, quand vous, moi, nous prescrirons ce type de médicaments à nos patients, et c'est là souvent qu'on révèle des effets indésirables ou des problèmes inattendus au cours des phases 3. Donc je voulais vous faire partager mon enthousiasme par rapport à cette molécule. Je crois qu'elle le mérite. Elle ringardise un petit peu ce qui existe déjà. Elle est totalement en accord avec les objectifs qu'on nous a montrés cet après-midi. Je trouve qu'il faut réécrire, il faudra bientôt réécrire les recommandations en trouvant une petite place pour ce tirzépatide, pour lui donner une fiche d'identité thérapeutique pratique. Quand faudra-t-il faire recours? Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Avec quoi il faudra l'associer? Quels sont les éléments de surveillance? Faire la part des choses entre les effets indésirables qui ne sont pas négligeables. Moi, quand les analogues du GLP1 sont apparus sur le marché, on nous a dit aucun avenir commercial avec les effets indésirables. Vous avez tous, comme moi, utilisé les GLP1. Finalement, c'est vrai qu'il y a souvent des effets indésirables, mais ils sont très souvent surmontés et au fil du temps, ils s'estompent. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie de votre attention qui est toujours aussi sympathique. Merci beaucoup.